bienvenue. De retour sur le plateau de Backseat pour la deuxième partie de cette émission. Chers amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Backseat un invité politique qui vient répondre à nos questions. Cette semaine, nous recevons le député Aurélien Taché. Bonsoir Aurélien Taché. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je le disais, vous êtes député candidat à votre réélection avec un parcours un peu particulier puisqu'en 2017, vous avez été élu avec le soutien de La République En Marche. Vous étiez un candidat macroniste comme on dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes à nouveau candidat mais cette fois-ci avec l'étiquette de la NUPES. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il s'est passé plein de choses en 5 ans. Bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé justement en 5 ans pour passer... Non, ce parcours est quand même particulier. Non, ce parcours est particulier. Et moi, j'étais en fin de quinquennat Hollande. Je me disais, cette gauche, qu'est-ce qu'on va faire? Vous étiez où à ce moment-là d'ailleurs? J'étais en cabinet ministériel, je travaillais sur des sujets d'accueil des migrants, des SDF, chez Emmanuel Cos à la fin du gouvernement. Et puis, il y avait un Premier ministre qui commençait à nous parler de déchéance de nationalité, de tout un tas de trucs. J'étais au PS, moi, à ce moment-là. Et je me suis dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et bon, à cette époque-là, l'écologie politique existait quasiment plus. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je me voyais pas y aller pour plein de raisons. Je suis très content aujourd'hui qu'on soit unis ensemble, mais par contre, je me voyais pas aller à la France Insoumise. Et il y avait un mec qui était ministre de l'économie qui disait à l'époque des choses assez cool sur les réfugiés, sur le fait qu'il y a plein de raisons et de questions à se poser quand un jeune qui est en France part en Syrie, enfin sur tous ces sujets de liberté, de discrimination qui m'intéressaient. Je trouvais, pour la première fois, et j'avais pas entendu ça à gauche depuis longtemps, notamment au PS, qu'il y avait quelqu'un qui avait des choses à dire. Donc je l'ai rejoint. Pour ce discours sur l'émancipation, la fin de l'assignation à résidence, etc. Puis après, voilà, il y a eu 5 ans pendant lesquels... du coup, voilà, vous êtes devenu député. Mais rien n'a été dans le sens de ce que Emmanuel Macron disait en 2016, en fait. Donc c'est là où ça a un peu compliqué. Mais alors, si on revient sur 2016-2017, vous avez été séduit aussi par le discours du dépassement, de la ni droite ni gauche, on va travailler ensemble, trouver des solutions. Non, pas tellement, mais moi, je voyais bien le danger avec ça, mais je pensais vraiment que Macron, elle est quand même il parlait de progressisme, je pensais vraiment que son idée, ça allait être de ringardiser la droite et de moderniser la gauche. Et en fait, il a ringardisé la gauche et modernisé la droite. C'était exactement le contraire de ce que je pensais qu'il allait faire. Mais ok, d'accord. Donc, ce qui vous a particulièrement marqué, c'est sans doute donc du coup ces questions de droits de l'homme. Elles ont été particulièrement malmenées sous Macron. C'est quelle mesure, quel projet de loi spécifique vous a fait le plus réagir et à partir de quand vous êtes parti exactement? Alors, exactement ça. Vraiment, moi je l'avais rejoint pour les questions de droits de l'homme et je l'ai quitté exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles je les avais rejoints. Bah, déjà, il avait fait sa loi immigration dès le début, un peu compliqué, mais à ce moment-là, la loi Collomb, mais il m'avait filé un rapport sur l'intégration des réfugiés et donc j'avais l'espoir quand même que malgré des choses qui ne me plaisaient pas du tout dans cette loi, que j'ai même pas voté, j'avais pas participé au vote parce que je m'étais dit je suis trop contre cette loi et en même temps c'est moi qui fais un rapport sur un tiers de la loi donc c'est bizarre de voter contre, donc j'avais trouvé cette solution un peu bancale de ne pas participer au vote et déjà dès ce moment-là j'avais été un peu déçu parce que peu de mesures avaient été reprises, quelques-unes, mais peu. Et puis, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans la loi. Puis après, ça s'est enchaîné. Moi, la première loi sur laquelle je m'abstiens, là, pour le coup, je vais dans l'hémicycle pour m'abstenir, c'est la loi Casseur. Parce qu'on ne peut plus aller manifester si cette loi est adoptée. Si un préfet dit que, voilà, toi, non, tu ne vas pas manifester. Donc, non, en fait, ça, c'est pas possible. Et puis après, moi, je suis parti en 2020, début 2020, juste avant le premier confinement, en fait. Et derrière, il y a Castex qui arrive et qui dit on va faire la loi séparatisme plutôt que la loi Convention Climat. Et j'ai voté contre le discours de politique générale de Castex. Dès ce moment-là, en fait, dès que Castex a été là, moi, j'étais dans l'opposition. Après, opposition. Et comment on est dans l'opposition? Vous étiez toujours étiqueté LREM? On avait créé un nouveau groupe. Vous avez créé un nouveau démocratie, solidarité. Voilà. Du coup, j'avais une autre question, c'est comment on défend maintenant la retraite à 60 ans et la remise en place de l'ISF alors qu'on a voté pour dans un mandat précédent? Comment vous le justifiez? C'est clair auprès des gens qui vont voter pour vous, notamment. Non, mais c'est clair. Moi, la politique, c'est on regarde le package, on se dit qu'est-ce qui ressemble le plus à... Enfin, quel est le moins mauvais compromis qui me correspond le mieux. Et à ce moment-là, au tout début, avec le discours de Macron sur l'émancipation, je m'étais dit, bon, il y a des trucs qui ne me plaisent pas sur l'économie, mais why not? Et j'ai voté donc des trucs avec lesquels je n'étais pas très en phase, mais j'attendais la contrepartie, en fait. Et voilà, ces éléments-là, je ne les ai jamais trop soutenus. C'est vrai qu'au début de majorité, j'ai voté certaines lois. Maintenant, je n'aurais aucun mal à revenir dessus. Par pure discipline de groupe. Ouais, en me disant, il faut trouver le deal global, ce qui n'est pas arrivé.
Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait noter, qui notait que, mine de rien, sur ces questions de liberté politique, liberté de manifester, etc., vous êtes tout de même resté pendant toute la séquence Gilets jaunes. Oui, je suis resté sur la séquence Gilets jaunes en disant quand même un certain nombre de choses sur la manière dont tout ça a été réprimé, en commençant à me poser beaucoup de questions. Et effectivement, j'ai voulu partir à la rentrée 2019 et j'ai mis un petit peu de temps la réflexion s'est poursuivie jusqu'en mars 2020, mais ça a fait partie des choses effectivement qui m'ont. Et je pense que c'est peut-être ce que je regrette le plus d'ailleurs, d'avoir été un député de la majorité pendant que des gens se faisaient massacrer en manif parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais du coup, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous traitent d'opportunistes ? Je leur réponds, ok, j'ai changé de parti, c'est clair. Je suis même aujourd'hui dans une opposition très dure à Macron, mais j'ai jamais changé de discours. Il suffit de regarder un tout petit peu moi ce que je raconte depuis que je milite. Et j'ai pas toujours été député, je militais déjà avant, j'ai un parcours avant, etc. Évidemment, on est moins sous le feu de. Mais j'ai toujours dit la même chose. Mon combat contre le racisme, pour les libertés, contre l'exclusion, il a jamais varié. Alors après. Il faut trouver le bon véhicule. J'ai cru à un moment que ce serait le PS, parce que je viens d'une génération, j'ai presque 40 ans, où on avait quand même souvent raté la marche du pouvoir parce qu'on était désunis, donc je m'étais engagé au PS au départ. Le PS a été une catastrophe en fin de quinquennat, donc je me dis, bon, j'ai expliqué au départ, qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être que ce nouveau truc peut être intéressant. Effectivement, Macron change du tout au tout sur les sujets. Rappelons-nous quand même ce qu'il disait au départ, Macron sur. Et puis finalement, c'est Valls, c'est Blanquer, c'est Chiappa, c'est tous ces gens-là qui débarquent et qui font la pluie et le beau temps. Au début, j'ai, avec mes petits bras, essayé de peser un peu sur la ligne en interne, et avec pas mal de députés En Marche d'ailleurs, qui n'étaient pas tous des blanqueristes convaincus. Et quand ça échoue, ça échoue. Donc il faut regarder un peu ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je suis chez les écolos. Vous avez gardé des liens Valls, avec... Blanquer, Chiappa, c'est le profil Printemps républicain plutôt qui vous a le plus... Complètement. Vous les avez vus gagner du pouvoir lentement. Comment ça s'est passé, la prise du pouvoir de cette ligne politique-là au sein d'un LREM? Tu peux préciser de quoi tu parles? Alors, le Printemps républicain, on en a déjà parlé ici de temps en temps. C'est cette ligne qui, sous des discours sur la laïcité, etc., est une ligne très réactionnaire, contre le néo-féminisme, contre le wokisme, contre l'antiracisme, en fait, les formes qu'il prend aujourd'hui, qui s'interdit le mot islamophobie parce que finalement on nourrirait quelque part le terrorisme. Enfin, là, c'est des gens traumatisés un peu de 2015 et qui ont tout un discours très très souvent, qui revient très très souvent sur les musulmans. Comment, et Macron en effet c'est pas sa matrice, vous l'avez souligné tout à l'heure, normalement c'était pas sa matrice, mais vous avez vu cette aile-là prendre son envol au sein de la Macronie. Comment ça s'est passé? Vous étiez aux premières lignes, bon poste d'observation pour voir ça? Je l'ai pas vu arriver honnêtement. Ouais. C'est arrivé petit à petit, il y avait des députés comme Aurore Berger ou d'autres qui prenaient des positions, mais ça me semblait vachement minoritaire. Et puis peu à peu, Chiappa elle-même a beaucoup changé. Blanquer, en fait, on a compris que ce mec-là était surtout là pour ces questions de laïcité, pas tellement pour l'école. Et voilà, j'ai vu ça progressivement. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à s'organiser pour peser suffisamment en interne. Est-ce que vous avez gardé des relations avec vos anciens collègues de La République En Marche? Certains, mais assez peu. Ils vous en veulent? Vous avez quel genre de rapport avec eux? Je pense que 90% d'entre eux... honnêtement, quand je vais au Palais Bourbon et que je les croise, il y en a 9 sur 10 qui me disent pas bonjour. Ouais, d'accord. Ok, c'est un peu l'ambiance. Ouais. Non, mais oui, c'est une vraie question. Moi, je voulais revenir sur votre candidature aujourd'hui. Donc, vous avez rejoint la NUPES, vous êtes investi par la NUPES dans le Val d'Oise, si je ne me trompe pas. À Cergy, ouais. Il y a eu des discours qui ont été tenus par un certain nombre de femmes qui ont regretté qu'elles ne soient pas investies, et beaucoup de femmes racisées. C'est quelque chose qui a été, et de jeunes femmes racisées, c'est quelque chose qui a été pas mal pointé du doigt, où elles disaient que finalement, elles pouvaient quand même bénéficier de cette investiture, qu'elles étaient légitimes pour bénéficier de cette investiture dans certains des territoires où elles sont actives depuis des années politiquement. Vous êtes précisément vous êtes un de ceux qui se présentent face à une femme qui aurait pu être investie, en l'occurrence je parle de Sana Saïtouli. Ouais, comment vous le vivez? Je suis désolé qu'avec Sana, les choses se passent comme ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour son parcours, pour ce qu'elle fait, et c'est pas un sujet. Mais dans le même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment un député sortant qui a mené le combat sur les quartiers populaires ou l'antiracisme qui est le premier à sortir, qui doit partir parce que il n'est pas parce que je m'appelle pas Sana, parce que j'ai pas grandi à Cergy. Je suis le député sortant. A priori, ça peut. C'est quoi les combats que vous avez menés sur ces sujets-là? Ouais, vous avez je crois quand même que je sais, autant en profiter pour les nommer. Je crois quand même que sur justement l'islamophobie, sur tout un tas de sujets qui sont liés à la manière dont les quartiers populaires sont traités en France, alors si la question portait sur le féminisme, je suis féministe, mais je me suis pas illustré particulièrement sur ces combats plus qu'un autre, ça y a pas de problème. Par contre, sur la question de l'antiracisme ou sur ces sujets-là, il me semble quand même que j'ai
je me suis investi énormément, et que j'ai passé mon temps à dénoncer ce que vivaient les jeunes des quartiers populaires de ce pays, ce que vivaient les musulmans dans ce pays. J'ai pris énormément de positions qui m'ont valu beaucoup. Donc en gros, en tant que député sortant, vous êtes plus légitime? Non, mais sur le plan purement politique, un député sortant a plus de chances d'être réélu. J'incarne aussi une partie de l'Union parce que je suis un de ceux qui a quitté Macron et au moment où c'était quand même pas la fête à gauche, pas au moment où Mélenchon était en haut des sondages et autres. Et donc il me semble que j'ai fait mon boulot. J'ai envie de le poursuivre. Évidemment que ça m'embête que, par exemple, quelqu'un comme Sana puisse pas. Après, son parcours, moi je sais ce qu'elle a fait comme élu local, etc., exceptionnel, mais elle n'a pas fait le choix de s'engager dans un mouvement politique. Et finalement, les élections législatives, etc., c'est aussi ça. C'est aussi une stratégie politique pour qui elle votera, quelle loi elle votera. Au-delà de son parcours à elle, qu'est-ce qui fait qu'elle jouera dans un collectif politique? Peut-être que les gens qui ont fait les investitures se sont demandé ça, en fait. Comment ça s'est passé, votre rapprochement avec la NUPES? Qui a approché qui? Est-ce que vous avez été vu comme le loup dans la bergerie, le macroniste qui vient nous voir pour gratter quelque chose? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez été accueilli à bras ouverts parce que vous avez, pendant les années, construit quelque chose avec eux? Je ne sais pas, ça s'est passé comment? Non, ça s'est passé... Moi, j'ai rejoint le pôle écolo il y a 2 ans. On a créé ce groupe écolo en dissidence. J'ai travaillé avec les écologistes. Et donc, les écologistes m'ont fait confiance. Et on dit, voilà, nous, on veut que Aurélien Taché soit considéré comme un des nôtres dans le cadre de l'accord. Et honnêtement, ça s'est super bien passé aussi avec les gens de la France Insoumise. Paradoxalement, ceux avec qui ça s'est le moins bien passé, c'est le PS. Oui, c'est vrai que le PS, oui, le PS, je me souviens de députés PS qui me disaient ils sont sympas à les tâcher, les Villani, etc., à se dire de gauche aujourd'hui, mais je vous le donne un cache, mais je pense que vous l'avez déjà entendu, qui me disait déjà quand on est de gauche, on commence par pas se présenter contre des gens de gauche. Voilà, en 2017. Mais bon, aujourd'hui... Moi, le député contre lequel je me suis présenté en 2017 avait appelé voter à Macron aussi, donc j'avais pas trop de scrupules. Bien vu. Est-ce que, par rapport à tout votre discours et vos convictions politiques sur notamment ces questions de droits de l'homme, de liberté politique fondamentale, vous diriez qu'en fait vous avez des convictions libérales, en fait? Est-ce qu'on les retrouve? Je veux dire, moi ce que je me demande, c'est du coup le sujet sur lequel on vous entend moins, c'est l'économie. On peut supposer que ces valeurs-là sur les libertés politiques fondamentales, plus le fait que vous n'ayez pas été choqué par le programme économique de Macron à la base, vous définissez comme un libéral? Je sais pas, libéral, il est connoté ce mot en France. Oui, mais il y a aussi ce côté liberté politique. Ouais, mais quand on dit libéral en France, c'est pas ça qu'on pense en général. Moi, je me définirais peut-être plus comme un libertaire, mais réformiste. Voilà. Ah ouais, alors va falloir développer. Mais du coup, le programme, pour rester sur l'économie, le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il vous choque pas? Ça va? Il me choque pas. C'est bon. Franchement, la retraite, moi par exemple, on prend ce point, vous m'avez posé la question de la retraite à 60 ans. Moi, je voulais bien un régime universel de retraite. Je me dis pourquoi quelqu'un qui passe dans plusieurs carrières dans sa vie, souvent des femmes qui s'arrêtent, etc. Donc vous étiez pour une retraite à points? Ouais, alors le truc à point me faisait un peu peur parce que je me disais, il faut que ce soit comme géré par les syndicats, faut pas que ce soit Bercy qui. Mais globalement, ça allait. Par contre, dès qu'ils ont commencé à dire qu'ils voulaient reculer l'âge légal et faire un âge pivot, je me suis opposé. Donc, je suis plus à l'aise avec le fait. C'est la ligne CFDT. Voilà, en gros. Oui. Non, mais je l'ai. Je reviens quand même sur le libertaire, réformiste, c'est le mot que vous avez utilisé dans le chat. Il y a eu un paquet de points d'interrogation. What the fuck? De quoi on parle? Libertaire, ça veut dire quoi? C'est une philosophie qui défend la liberté individuelle sur des choix de société, de couple, de genre, d'orientation sexuelle, de consommation de drogue, etc. C'est une société qui, c'est une philosophie qui se méfie qui est de gauche, mais qui se méfie de l'État. Qui assure des droits inaliénables à l'individu, aux citoyens, quoi. Ok, d'accord, ok. Moi, j'avais une petite question, toujours dans la logique de cette candidature que vous menez aujourd'hui, de la campagne que vous faites. Vous faites campagne sur quoi? Quelle est votre priorité en tant que député? Dans votre prochain mandat, quelle sera vraiment votre priorité absolue? Toujours ce combat pour les libertés, pour l'égalité des chances, contre les discrits, ça c'est vraiment mon mantra. Puis après, il y a eu de la casse sociale et environnementale dans ce mandat, donc il va falloir réparer et même aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà des idées de mesures, des lois que vous souhaiteriez porter? Ouais, moi j'en ai déposé 2 ou 3 là, en fin de mandature qui n'ont jamais pu être étudiées, sur par exemple une allocation d'autonomie pour les étudiants, qui correspond quand même assez bien au programme, sur une caution universelle sur le logement, donc moi je veux continuer à bosser là-dessus, et une contre le terrorisme d'extrême droite. Ah. Alors c'est une proposition de loi qui contenait quoi du coup sur le terrorisme d'extrême droite? Il y a encore eu un meurtre à Paris récemment de la part d'une personne d'extrême droite. Pour encadrer les dérives de notamment toute la mouvance survivaliste. Regardez Vengeance Patriote, ils ont encore été chopés aujourd'hui. Et une descente de police. Il y a plein de trucs qui se passent là-dedans. On n'y met pas notre nez. Il faut surveiller ça, il faut encadrer ça, il faut arrêter de laisser des gens organiser des stages n'importe comment, alors que si ça se trouve, c'est pour rediffuser des idées fascistes et apprendre à tirer. Donc il y avait une loi là-dessus qui aurait pu être étudiée, que j'ai proposée dans la dernière mandature. Darmanin ne m'a jamais répondu.
répondu ni de près ni de loin, ils s'en foutent, c'est pas leur sujet. Donc. Je signale pour ceux qui nous regardent que Vengeance Patriote, c'est ce groupe-là, donc il y a eu 11 interpellations, je crois. Un coup de filet, comme on dit. Un coup de filet, 11 interpellations de gens qui, Vengeance Patriote, à la base, c'était la plateforme qu'ont lancé Papacito et Raptor Dissident. Une plateforme qui s'appelait Monte ton équipe. Et au bout d'un moment, ça commençait à devenir vraiment sulfureux. Ils se sont retirés les deux très courageusement en disant non, c'est plus nous, non, c'est plus nous. Et puis, mais le truc existe toujours. Et voilà, ça aboutit à ça. En effet, ils ont fait des stages dits survivalistes. Exactement. Mais pour se préparer, non pas aux hausses de température, mais plutôt à la guerre civile raciale à venir, dans le cadre de laquelle il s'agirait en effet de savoir tirer et jouer du couteau. Et votre rôle dans la prochaine majorité, peut-être. NUPES, vous l'imaginez comment? Vous pensez que vous allez avoir un rôle important? Que vous ambitionnez d'avoir un rôle important? Moi, ce que je veux, c'est continuer à porter les combats que j'ai toujours portés. Je siégerai au sein du groupe écolo, qui sera certainement un groupe plus petit, par exemple, que le groupe Insoumis. Et donc, il faut qu'on soit là pour faire entendre des idées qui seront elles seront partagées par nos copains Insoumis. C'est pas le sujet, mais il y a peut-être quelques combats sur lesquels il faut pouvoir continuer à insister. Évidemment, l'écologie en tant que telle, la question du climat, les écologistes ont une façon bien à eux aussi de défendre ça depuis toujours. Et je pense qu'ils auront leur mot à dire. Et moi, sur ces questions de droits de l'homme, je sais que dans chaque groupe, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Mais effectivement, cette espèce de réformisme libertaire, je revendique peut-être une forme d'originalité là-dessus. Donc vous savez déjà qu'il va y avoir des désaccords et que ça risque d'être un peu compliqué? Bon, des désaccords, on verra. La gauche, c'est toujours le bordel et c'est bien comme ça. L'important, c'est d'arriver à surtout le mettre contre Macron plutôt qu'entre nous. Mais si j'en crois, ce qui se disait ce matin, a priori, le nucléaire la question du nucléaire notamment se réglera au Parlement. Vous n'avez pas peur que dès qu'il y a une loi qui va être proposée sur ça, l'Alliance, elle vole en éclats en fait? Je pense qu'à part les camarades communistes, personne n'est contre la disparition du nucléaire. Donc, les socialistes non, pas, oui, c'est vrai, oui. Normalement, pas de manière aussi forte. Donc, je pense qu'on arrivera à s'entendre. S'il y a quelques-uns, sur tous les sujets, vous avez des gens minoritaires, mais les 80% seront d'accord pour sortir du nucléaire. Ouais, 80%, ça fait pas toujours une majorité de députés. Non. Il n'y a pas un risque d'affaiblissement. Non, mais c'est encore une fois sur le côté discipline de groupe qui a été la règle chez La République En Marche pendant toute cette majorité. On a même parlé de députés Godillot qui votent le doigt sur la couture du pantalon, etc. La discipline de groupe, c'est important quand on est une majorité. Le débat permanent, c'est très chouette, mais quand on a un gouvernement et qu'on est majoritaire, il faut le soutenir, le gouvernement. Je pense que si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, il va très bien réussir à faire en sorte qu'il y ait une majorité et que les lois soient votées. Oui, ça, je me fais pas de sur Jean-Luc Mélenchon, mais d'accord, ok. Moi, j'avais une question sur justement ce qui vous avait séduit à l'époque sur 2016, avec le discours d'Emmanuel Macron. Il a tenté, je dis pas qu'il a réussi, justement, ça va être ma question, il a tenté de redonner des gages un peu à son aile gauche, en disant ce n'est pas une réélection pour une continuité, c'est un nouveau départ. D'ailleurs, ça s'appelle Renaissance maintenant. Plus de démocratie participative, priorité au climat. Il a nommé Elisabeth Borne, qui est identifié comme venant de la gauche. Est-ce que c'est des choses qui auraient pu vous séduire à nouveau? Vous auriez pu vous réconcilier avec Macron ou c'est trop tard? C'est bon, vous l'avez vu l'exercice. Honnêtement, il faut regarder les actes politiques. Macron, c'est un bon communicant. Il sait envoyer des signaux, il sait envoyer des symboles, il sait faire de la communication. Quand vous regardez le bilan, je suis désolé, j'ai du mal à trouver dans les 3 dernières années. Dans les 2 premières années, il y a encore quelques éléments, les CP à 12 élèves dans les classes quartier pop, etc. Mais après, ça a été complètement oublié tout ça. Ils ont enterré le plan Borloo, ils ont complètement lâché l'affaire sur toutes les politiques émancipatrices. Donc non, j'y crois pas. Et c'est quoi votre regard sur le choix d'Elisabeth Borne en Première ministre? Bon, vous l'avez connue au PS? C'est une femme qui est Première ministre, ça c'est une bonne chose. Après, Elisabeth Borne, pour moi, le plus grave, et même pas qu'elle soit gauche, droite, ça j'en sais rien, le plus grave est qu'elle soit technocrate. La démocratie, c'est pas nommer des hauts fonctionnaires à la place des politiques. La démocratie, c'est nommer des gens qui parlent et qui représentent des gens dans la société. Elisabeth Borne, c'est l'administration. Elle représente personne d'autre que cette administration. Et ça, pour moi, c'est le plus problématique en Macronie. Est-ce que on peut revenir un peu sur votre parcours, parce que vous avez un parcours un peu atypique. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que justement vous êtes en train de parler des technocrates en disant que précisément les technocrates ne doivent pas représenter le peuple. Vous, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Moi je la connais un peu, mais je trouve qu'elle est intéressante. Et comment vous vivez, comment vous arrivez à incarner cette propre histoire aujourd'hui en ayant en ayant vraiment intégré les codes du pouvoir? C'est vrai. C'est vrai.
moi, je viens pas du tout de là. Je viens, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui viennent de là directement, mais je viens d'un milieu populaire, je viens d'un milieu rural qui est loin de Paris. J'ai décroché scolairement à 15 ans. Comme je dis souvent, si on m'avait dit à 10 ans que Sciences Po existait, peut-être que j'aurais eu envie de faire Sciences Po, mais sauf que j'ai découvert l'existence de Sciences Po quand j'étais déjà plus en âge de le faire. Donc ça, c'est le fil un peu rouge. J'arrive à reprendre une fac de droit vers 19 ans, avec une capacité en droit. C'est un diplôme que même Macron d'ailleurs veut supprimer, alors qu'il reste plus que ça comme passerelle pour arriver à reprendre des études quand on n'a pas le bac. Et puis là, après, effectivement, je viens d'une famille où quand même la gauche est très très forte. J'en entends parler au repas de famille. Mon grand-père était un résistant communiste, etc. Et quand j'arrive à la fac, je vois qu'il existe des organisations où les jeunes s'engagent. Moi, j'étais à l'UNEF, j'en suis fier. Je suis un des rares députés, je crois, à encore défendre l'UNEF, mais c'est pas grave. J'ai fait tout mon parcours militant là-bas. On en avait parlé tout à l'heure. J'avais cité comme exemple quand on on faisait l'opposition techno et militant. Et ben voilà. Justement, que c'était un parcours assez classique à l'époque de passer par l'UNEF et d'ensuite intégrer le PS, comme l'a fait Delphine Bateau, avec laquelle vous avez travaillé aussi. C'est le même type de parcours, plus militant en effet. Au PS, on disait il y avait deux écoles. Il y avait la gauche Voltaire, du nom de la promo de Hollande, et la gauche Nanterre, du nom de Camba. C'est bien trouvé. Voilà, c'était. Moi, je sais d'où je viens. Voilà, même si je suis pas de Nanterre, mais bon. Bref, dans ma fac à Limoges, je me suis engagé à l'UNEF. C'est une école de formation de la vie incroyable. J'ai été au PS un peu à ce moment-là, et puis petit à petit, j'ai bossé pour des élus, j'ai fait des choses comme ça, et je me suis retrouvé en cabinet ministériel à 30 ans, sans avoir, en ayant mon master de droit à Limoges, que j'avais eu, un peu de manière miraculeuse, alors que j'avais pas le bac et que j'avais pas été au lycée. Et donc c'est tout ça qui fait ce parcours-là. Et une fois au cabinet, j'ai bossé sur ces dossiers qui me parlaient énormément. Mais en fait, pour répondre à la question de Léa, faut rentrer dans le système pour ensuite y mettre le grain de sable. Ça a toujours été ça, c'est ce que j'ai appris à l'UNEF. C'est à l'UNEF, c'est très UNEF ça comme philosophie. Non, mais nous on est dans une petite tendance qui descendait de Cambadélis. Il faut se rappeler que Cambadélis c'était un trotskiste lambertiste avant de devenir au PS. Et le truc c'était on intègre les organisations de l'intérieur et après une fois qu'on a pris le pouvoir, voilà. Et c'est peut-être une différence avec d'autres cultures de gauche qui disent non, jamais, il faut pas rentrer là-dedans, faut mettre la révolution, faut refuser les institutions bourgeoises. Nous on a plutôt fait le pari de les infiltrer. Et moi, vu mon parcours et vu la formation politique que j'ai reçue, j'ai toujours continué un petit peu à faire ça. Je pense que Macron m'avait pas repéré, sinon il m'aurait pas filé l'investiture. Mais je suis très content d'avoir réussi à passer entre les gouttes et de l'avoir essayé de... Oui, parce que du coup, ça n'a pas marché. Voire c'est un échec. L'entrisme a mal fonctionné finalement. L'entrisme chez En Marche n'a pas été... Ça n'a pas été couronné de succès, mais... ce n'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Le principe du militant, c'est de croire qu'il est jamais trop tard. Donc on va continuer. Et du coup, là, vous faites de l'entrisme chez les filles, chez la NUPES Non, on continue d'essayer de rester ensemble au Parlement pour y mettre le bazar. Après, les Lamberto chez le PS, ça n'a pas non plus franchement marché non plus. Ils ont eu un Premier ministre. Oui, mais qui n'était plus chez eux, du coup, au bout d'un moment. Non, mais qui a fait les 35 heures, qui a fait la CMU, qui a fait l'ancêtre du mariage pour tous. Bon, c'était pas si mal. Qu'est-ce que vous répondez à vos anciens camarades de La République En Marche qui développent tout un argumentaire aujourd'hui autour du fait que la NUPES est d'extrême gauche? Quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a un risque, il y a un danger NUPES, vous vous rendez compte, c'est terrible, etc. Les chars russes, à Paris. Non, mais c'est un truc qui doit pas vous étonner. Guérini, je l'ai entendu ce matin, je me suis dit, mais on dirait la vieille droite giscardienne des années 70, c'est vraiment ça. Moi, j'ai une formule comme ça, je disais Macron, on voulait Rocard, on a eu Giscard. Et c'est vraiment ça, enfin, les gens sont complètement là-dedans, La République En Marche. Je sais pas quoi leur dire. Est-ce qu'ils ont peur? Non, mais même Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Enfin, je veux dire, l'extrême gauche, c'est pas ça. Quand on connaît un tout petit peu les choses, c'est pas ça. Enfin, donc Mélenchon, ça reste quand même un ancien sénateur socialiste. C'est parce que le monde s'est radicalisé que lui-même, il a dû à un moment se dire, mais c'est pas possible. Moi, j'ai du respect pour les gens qui évoluent. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels, franchement, Mélenchon, je l'entendais il y a quelques années, je me disais, j'y arriverai jamais avec lui. L'antiracisme, par exemple, ouais, je trouve. C'est un gars qui a regardé les choses sur la laïcité. Par exemple, la laïcité, enfin, faut voir le Jean-Luc Mélenchon du début. Et aujourd'hui, on voit qu'il dit, ouais, j'ai écouté les jeunes, j'ai regardé la société, j'ai essayé de pas trop vieillir, quoi. Donc ces gens-là qui sont déjà des vieux à moins de 40 ans, ils nous parlent d'extrême gauche, très bien. Je pense que les Français, quand ils mettent à 22% Mélenchon, ils sont pas d'extrême gauche. Voilà, mais le renvoi dos à dos de l'extrême gauche et de l'extrême droite, parce que ça aussi, c'est un truc qui vous a peut-être séduit en 2016, le discours d'Emmanuel Macron autour du dépassement du clivage gauche-droite, auquel on va substituer un progressisme contre les populistes. Les populistes étant un grand sac dans lequel on va mettre finalement Marine Le Pen. Tout le reste. Vous auriez jamais vous mettiez pas Mélenchon dans les populistes démagogues dangereux? Honnêtement, il y a eu un moment en 2017 où la France Insoumise se cherchait un peu et où je me disais j'espère qu'ils vont pas essayer d'aller dans le populisme de gauche parce que pour moi c'est très difficile cette voie-là. Pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu un moment un petit peu.
mais on sait aussi que c'est compliqué, que c'est un mouvement assez divers, il y a différentes tendances. C'est pas celle que je préfère. À la FI. Ouais, à la FI. Ah bon En réalité, ça se voit pas autant. Il y a différentes tendances. Pour moi, il y a différentes tendances au sein de la FI. Et de temps en temps, il y a des gens qui ont un accent un petit peu plus près de ça, c'est vrai, du sur populisme, l'exercice qui est du moins mon pouvoir, truc. Et il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans. Allez, je donne un exemple. Je donne pas d'exemple sur les mauvais, mais Clémentine Autain, par exemple, elle est pas du tout là-dedans. Celle qui a fait le bilan de la gauche. Elle est assimilée d'ailleurs au groupe, elle est apparentée, elle est pas. Voilà, moi quand j'écoute les uns les autres, je me sens plus proche de ce discours-là, on va dire. Voilà. On parlait des quartiers populaires, qui est une question qui a l'air de vous tenir à cœur. Moi, je veux bien qu'on développe, parce que vous aviez évoqué le plan Borloo. Voilà, Borloo qui avait fait un énorme rapport avec un plan carrément, avec qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Qui a été complètement enterré. Macron, il faut hop là, ça ne m'intéresse pas mon électorat, c'est pas mon sujet, et donc pas grand-chose a été fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour désenclaver, pour les banlieues, etc. Vous parliez tout à l'heure d'égalité des chances. Ouais. Bon, c'est un slogan un peu, mais... Oui, ça c'est très libéral. Ouais, justement, comme manière de voir la question. Je vous voyais venir. Non, ce qu'il faut faire, c'est effectivement d'abord une chose simple. Pourquoi, encore une fois, le service public n'est pas financé à la même hauteur dans les quartiers populaires qu'ailleurs? J'ai des collègues d'En Marche, je le dis, qui ont fait un rapport au début de la mandature qui était intéressant. Ça n'a rien donné derrière, mais il montrait que la meilleure école de Seine-Saint-Denis, dans le public, est moins bien financée par l'éducation nationale que la pire école de Paris. Bon, ça déjà, je sais pas, c'est assez basique, quoi. Essayons de remettre des financements publics à la hauteur. On dit toujours les milliards de la politique de la ville. Ça, c'est très à la mode depuis des années. Politique de la ville, je précise que c'est le domaine d'action prioritaire de l'État dans les quartiers les plus populaires. Et donc les réactionnaires disent, je vais décrypter ce que vous avez dit, les milliards de la politique de la ville. Les réactionnaires ont tout un discours autour de ça va, on a arrosé les banlieues, on les a arrosés et regardez le résultat. Et donc leur explication en sous-texte, c'est que ces populations ne sont pas assimilables parce qu'il y a un problème culturel de toute façon et qu'on peut mettre autant de pognon qu'on veut, tant que ce sera plus ou moins gangréné par des islamistes ou des je sais pas quoi, de toute façon on n'en tirera rien. Voilà, c'est un peu ça qu'ils veulent dire. Et donc on vous laisse continuer à répondre. C'est exactement ça, et on a même l'idée qu'on en ferait plus pour eux, les banlieues, entre guillemets, les immigrés, que pour les autres. C'est juste une grosse blague. La politique de la ville existe parce que justement le service public de droit commun, l'école, la police, la santé, n'est pas financé dans les quartiers populaires à la même hauteur que dans le reste de la France. Et donc c'est une rustine qui sert de paravent pour dire voilà. Donc remettons déjà la justice et l'équité dans les services publics, et puis après ayons un vrai discours fort sur l'antiracisme, sur le reste. Enfin, changeons dans l'esprit des Français, menons cette bataille culturelle pour dire qu'effectivement, dans ce pays, il y a encore trop de mauvais réflexes. Quand un recruteur voit un CV et un Mohamed et qu'il le met de côté en se disant ça va me faire des problèmes, il y a une bataille politique, culturelle, idéologique très forte à mener. On l'a perdue, cette bataille, depuis... pourtant, elle a été menée par la gauche pendant longtemps. Mais là, on l'a perdue, et pour le coup, c'est la droite qui est à l'offensive sur ces questions-là depuis 15 ans. Comment ils ont gagné et comment on peut regagner derrière? Je pense qu'ils ont déjà vraiment réinvesti la bataille des idées et des concepts quand nous, on l'avait complètement abandonné. La gauche est devenue gestionnaire, la gauche est devenue finalement penser que les politiques publiques règlent tout. Et cette bataille idéologique, ils ont acheté CNews, ils ont acheté des médias, ils ont eu Valeurs Actuelles. Nous, on l'a abandonné, donc il faut reprendre ce combat-là aussi et ces outils-là. Quel regard vous portez sur les éléphants du Parti Socialiste qui rejettent l'accord de la NUPES et qui essayent François Hollande s'est dit candidat à recréer la gauche, ce que lui appelle la gauche, je vois que ça vous fait marrer. Mais justement, quel regard vous portez sur cette gauche gestionnaire là dont vous parlez, clairement? Un petit peu, ouais. Non, mais je pense que François Hollande, faut qu'il arrête, quoi. Je sais pas comment faut lui dire. Enfin, il a pas pu se représenter. Il peut même pas se présenter aux législatives. Enfin, je veux dire, tout ça est terminé. Mais c'est une génération qui ne comprend pas les choses, qui a été au pouvoir trop longtemps et qui du coup ne voit pas ce qui se passe. Mon regard est très critique, voilà. Non, on cache pas un éléphant derrière une fraise des bois, d'ailleurs. Mais vous n'avez pas peur de vous enfermer dans cette logique-là, vous aussi? Ça peut arriver. Et quand ça m'arrivera, avant que ça m'arrive, j'espère que des gens me le diront et que je serai suffisamment intelligent pour comprendre qu'il faut que je parte. Moi, ça fait pour l'instant que 5 ans que je suis là. Faut pas rester toute la vie, mais j'estime que je peux encore avoir 2-3 choses à faire. Si dès qu'on a un petit peu appris comment ça se passe, on part, ça va pas. Si au bout d'un moment, on sait très bien comment faire, mais qu'on porte plus rien, c'est qu'on est resté trop longtemps. Il faut 5 ans pour savoir comment être député? Il faut un petit peu de temps pour arriver quand même à vraiment apprendre à pas se faire avoir et à voir comment on mène les combats. Ok, il faut pas trop se professionnaliser, mais les arcanes du pouvoir, c'est quand même
assez difficile. Et donc, ça met un petit peu de temps avant de pouvoir être vraiment capable de se débrouiller. Vous avez une culture militante, celle de l'UNEF, on en parlait tout à l'heure, qui vous donne plutôt, je suppose, envie d'aller vers des mouvements politiques qui ont une démocratie en interne, avec des tendances, avec des discussions. Vous dites vous-même qu'en sein de la France Insoumise, il y a des tendances. Le truc, c'est que les 3 candidats qui sont arrivés en tête au premier tour de l'élection présidentielle sont plutôt des leaders charismatiques à la tête de mouvements qui sont assez peu démocratiques en interne. C'est un truc que vous souhaitez pour l'avenir de la gauche ? Oui, moi je suis dans l'écologie politique, c'est assez démocratique. Pour le coup, oui, l'écologie politique, oui. Voire même un peu trop parfois. Donc voilà, et je pense qu'il faut qu'on aille vers des grandes formations qui réunissent le plus possible à gauche. Est-ce que vous pensez que la NUPES doit devenir un parti ? C'est ça ma question. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis toujours pour l'unité. Je viens de l'UNEF, on était un syndicat étudiant unitaire, on essayait de rassembler du NPA jusqu'à des gens comme moi qui étaient plutôt considérés comme des sociodémocrates. Ok, d'accord. Par ça, on n'arrivera pas à dépasser ça parce que tout le monde a besoin d'exister au moment de la présidentielle sous peine de disparaître. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors visiblement, on a un tout petit coupure de stream. Désolé, je vous rappelle que ces vidéos sont visionnables sur la chaîne Backseat sur YouTube. Pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pendant que vous y êtes. Vous inquiétez pas, en direct, ça va revenir. C'est retour, vous êtes là. Il a lâché des dingueries pendant que vous étiez pas là, si vous saviez. Non, c'est pas sur vrai. Jadot, il a dit des trucs. J'aurais pas aimé Jadot. C'est pas vrai du tout. Vous êtes de retour, vous inquiétez pas, ça a coupé pendant 10 secondes, tout va bien. Qu'est-ce qui empêche que ce scénario, justement, celui qui empêche de faire une candidature unitaire à la présidentielle, ne se reproduise pas en 2027 ? Ah, ça c'est un vrai truc. Bah justement, la NUPES qui va se transformer en parti politique va empêcher ça. Ah bon, Mais carrément, vous pensez que vous c'est allez possible ? déjà pas avoir le même groupe politique. Non, je plaisante un peu, mais moi en tout cas, je suis pour qu'on arrive au maximum à faire ce bloc de l'écologie populaire. Et peut-être qu'on ne sera pas qu'un seul parti, mais à un moment, il faut quand même que les gens se rassemblent. Moi, le pôle écolo, par exemple, on est plusieurs petits partis. Moi, je suis président des Nouveaux Démocrates, avec ma collègue Émilie Cariou, on est coprésident. Il y a Génération.s, il y a Génération Écologie, il y a les Verts. Déjà, nous faisons un parti, pour commencer. Déjà, ce serait pas mal, oui. Voilà. Les socialistes, formations, un peu des anciens satellites du PS, parce que c'est ça aussi. Le PS avant de Génération, si tu leur dis ça, ils vont pas apprécier. Je veux dire, avant de s'écrouler, le PS s'est désagrégé en petites formations, dont Génération, évidemment, machin. Ceux-là auraient vocation à se retrouver. En tout cas, un parti écolo, quoi. Un parti écolo, un grand parti écolo. Et puis, je sais pas, les socialistes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont l'air de de revenir vers un chemin de rupture, etc. Donc, voyons s'ils ont envie de travailler sur une plus grande intégration partisane. Moi, je trouverais ça très bien. Je pense qu'après, il restera toujours au moins 2 jambes. Une jambe réformiste, une jambe radicale. C'est un peu l'histoire de la gauche. Mais si on arrivait déjà à ça, on devrait pouvoir, pour la présidentielle, avoir un candidat qui arrive au 2e tour. Léa. Vous avez, moi je voulais questionner votre rapport au mandat, au mandat électif. Vous avez été élu avec l'étiquette LREM, un programme LREM. 2 ans après, vous claquez la porte, vous barrez, vous faites votre truc. Ensuite, comment vos candidats, comment vos électrices et électeurs réagissent face à ça et comment vous vivez avec ça, comment vous le justifiez ? Parce que c'est quand même pas rien. Alors même si bien sûr, on sait qu'il n'y a aucune obligation, vous n'avez aucune obligation en tant que député lorsque vous êtes élu sous une étiquette d'y rester. Mais comment, en termes de légitimité par rapport au vote initial, moi, j'ai été élu sur un projet. Celui de Macron. Oui, mais c'est pas du tout celui qui a été mené. Le projet d'émancipation pour les quartiers populaires, de lutte contre l'assignation à résidence, tout ça, il n'y a rien eu de fait là-dessus. Et par contre, il y a des tas de trucs qu'on n'avait pas dit qui ont été faits. On ne devait pas repousser l'âge légal de la retraite, finalement on voulait le faire. Enfin, finalement ils ont voulu le faire. On ne devait pas discriminer, stigmatiser les musulmans ou les gens des quartiers, on fait la loi séparatisme. On devait être le pays des droits de l'homme, on devait accueillir les migrants, finalement on le fait pas. Moi je suis désolé, je regarde un petit peu ça. Et les gens, je pense, ont été d'accord avec moi à Cergy, parce que moi quand je quitte à mi-mandat, encore une fois, je ne sais pas ce qui va arriver sur le plan politique. Franchement, et je peux vous dire, il y a des moments de loose et de solitude intense quand on est député non inscrit, qu'on n'est pas trop le bienvenu pour revenir à gauche tout de suite, parce que évidemment, donc on se dit, bon, ça va être foutu, mais personne veut manger mais avec je vous peux à la pas cantine. rester dans ce truc-là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard ? Ma circonscription, visiblement, avait le même avis que moi, puisqu'au présidentiel, elle vote à 38% Mélenchon, à 5-6% Jadot, bref, et Macron beaucoup plus bas. Donc je pense que les électeurs, se sont dit la même chose. Enfin, moi, quand je vais dans la rue à Cergy ou quoi, je croise des gens, ils me disent non, mais alors sauf les gens, mais beaucoup me disent non, mais on est content que vous soyez parti. Enfin, merci d'être parti. Alors c'est marrant parce que la justification que vous avez, c'est exactement celle que donnaient les frondeurs du PS à l'époque, qui disaient mais nous on trahit que dalle, au contraire, on est les seuls qui sommes restés fidèles au projet sur lequel on a été élus. Je ferme cette parenthèse. Qu'est-ce qui explique le fait que vous n'ayez pas parti, eux, c'est leur erreur. Alors justement, non mais en plus je l'avais dit à l'époque justement quand vous avez créé EDS, de dire eux au moins ils ont eu le courage que n'ont pas eu les frondeurs du PS, qui eux ont jamais quitté le PS alors que ils avaient qu'à créer leur propre groupe. En plus ils étaient assez nombreux. Comment ça se fait que vous n'ayez pas été plus nombreux que ça à quitter La République En Marche ?
Parce que des députés En Marche qui en off nous disent non, c'est vrai que ça déconne un peu, c'est vrai que sur l'écologie on n'a pas été top, etc. Il y en a quand même un paquet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une fidélité à l'homme, à Macron? C'est une fidélité... Pendant longtemps, je pense. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas fait de politique avant. Et pas d'autonomie politique, de capital politique à eux? Aussi peut-être, et puis qui se disaient non, mais après comment ça fonctionne, comment on va faire, si on veut continuer à porter des combats, si, je pense qu'il y avait Ils ont continué l'entrisme. Ouais, mais sans... Enfin, ouais. Je pense qu'ils ne voyaient pas le chemin, en fait. Et puis ils se sont dit, on va aller où? C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives aussi à un certain moment. Hein. Il n'y avait pas grand-chose pour des gens comme... qui avaient ces profils-là. Donc c'est plus ça, à mon avis. Oui. Puis peut-être nous, on n'a pas été bons. Hein. On n'a pas réussi à convaincre suffisamment de gens de partir. Oui, puis peut-être ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait qu'ils vous ont vu vous barrer, ils vous ont vu le niveau de solitude que c'était et l'enfer, ils se sont dit, ouais, non, en fait, non, je suis bien au chaud. C'est peut-être aussi ça. Usul. Ouais, vous parliez de ce qu'a promis Macron, enfin l'ambiance Macron au début et puis de l'ambiance Macron après. Ça m'a fait penser à un truc en particulier. Je me suis souvenu que y a une asso qui avait soutenu la candidature Macron avec espoir, c'était le CCIF. Vous imaginez comme ces espoirs ont été douchés puisqu'ils ont fini par être dissous par Darmanin. Je savais pas ça. CCIF, il y a eu un communiqué pour dire nous croyons donc qu'Emmanuel Macron est un candidat qui défendra les libertés individuelles des musulmans souvent attaqués dans ce pays, machin tout ça. Vous avez soutenu le CCIF au moment de la dissolution en Conseil des ministres? J'ai en tout cas dit que cette dissolution était liberticide. Après, sur l'organisation en tant que telle, honnêtement, j'ai pas trop pris position. Moi, je pense qu'on a le même combat, mais par contre, je suis pas un militant de cette organisation. Donc, mais par contre, la manière dont elle a été dissoute était absolument scandaleuse. Et pour moi, le CCIF ne sont pas. On confond tout dans ce pays. Encore une fois, je sais pas, je fais pas partie des congrès internes du CCIF, mais en tout cas, c'est pas des terroristes. Et cette organisation n'avait pas à être dissoute en Conseil des ministres comme ça. Enfin, ça m'a beaucoup choqué. Ouais. Mais c'est vrai que même, je pensais à ça parce que c'est vrai que même le CCIF a vraiment galéré à avoir des soutiens. Quoi. Il y avait un climat j'allais dire, de chasse aux sorcières, évidemment, qui fait que même défendre cet asso, qui était vraiment une asso légaliste, citoyenne, etc., avec des avocats dedans, qui essaient de monter des dossiers pour défendre sur des cas précis, machin, il y a eu très peu de soutien, et c'est vrai que même le vôtre, en effet, a été faiblard, on comprend l'intensité. Comment vous... Moi, j'ai clairement dit que cette dissolution était ni faite ni à faire, et que c'est parce que c'est une association qui représente les musulmans qu'elle a été faite. Voilà. Et avec des procédures qui sont clairement pas des procédures démocratiques. Donc ça, c'est très clair. Après, je me prononce pas trop sur le contenu précis de ce que dit telle ou telle organisation. Ça, limite, c'est même pas mon sujet. Moi, je défends les libertés associatives et je défends la liberté des musulmans à être représentés en association. Voilà. Léa ? J'avais aussi une question par rapport au fait d'être non inscrit à l'Assemblée nationale. C'est quand même un statut un peu particulier, parce que du coup, vous n'avez pas de groupe. Pardon, oui. Quand un député n'est pas rattaché à un groupe politique, on les appelle les non inscrits, les NI. Et du coup, ces députés-là, en fait, n'ont pas de structure pour légiférer, pour avoir du temps de parole, etc. C'est quand même très compliqué. Du coup, moi, je prends l'exemple de Fiona Lazare, avec qui j'avais échangé, qui était dans votre groupe EDS, et quand EDS a été dissous au départ, à cause du départ de Jennifer Timmerman. Timmerman, pardon, j'arrive mal à le prononcer, mais peu importe. Le groupe a donc été dissous parce que vous n'étiez plus suffisamment nombreux pour pouvoir le composer. Et donc, Fiona m'avait dit, moi, j'ai décidé d'être apparenté à LREM parce que je me suis rendu compte que je ne servais plus à rien, en fait. Tout à fait. Comment vous l'avez vécu, cette espèce de sclérose législative ou parlementaire, parce que du coup, vous n'avez rien pu mener comme combat à l'Assemblée nationale. C'est très difficile, parce qu'en plus, quand ça n'empêche pas de faire des rapports, de déposer des lois, etc., mais ils sont pas examinés. Et puis, quand vous êtes en débat, vous avez effectivement beaucoup moins de temps de parole. Si c'est du temps programmé, vous pouvez carrément pas intervenir, défendre vos amendements ni rien. Donc, effectivement, c'était assez dur. Bon, c'est là aussi on a noué des liens avec d'autres députés. D'abord, quand on a fait EDS, on a été envoyé à l'extrême gauche de l'hémicycle, derrière les Insoumis. Vous ne restez plus à côté de nous, les macronistes, vous, Écologie, Démocratie, Solidarité. Et du coup, on noue des liens, on essaye de voir avec des députés d'autres groupes. Notamment, moi, c'est là où j'ai pu travailler avec beaucoup d'entre eux que je connaissais pas forcément très bien avant, Éric Coquerel, Bernalicis, d'autres. Et donc, vous essayez de faire défendre vos amendements par d'autres, de co-signer, de travailler comme ça. Mais c'est vrai que vous êtes en galère. Ça, c'est clair et net. Les non-inscrits, c'est vraiment un peu les parias de l'Assemblée, quoi. Sacha ? Vous semblez être quelqu'un qui est profondément attaché à ses convictions et à ses idées. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui manque chez les députés aujourd'hui ?
Franchement, oui, je trouve. Et dans la politique vie d'une manière politique, générale. d'une manière Voilà, générale. moi, je fais ce que je peux. Je me prétends pas exemplaire ou quoi, mais c'est vrai que pour moi, le but de la politique, c'est quand même de faire avancer des idées. Pour moi, l'idéologie, c'est pas un gros mot. Et quand je parlais d'idéologie en réunion du groupe En Marche, avant même que j'ai dit ce qu'on mettait dedans, je me faisais, mais parce la France insoumise, c'est là-bas l'idéologie. Je dis mais non, ils ont une idéologie, nous on peut peut-être en avoir une autre. Mais parce les gars, qu'Emmanuel on a Macron le droit de réfléchir. Ah non, c'était pragmatisme. Oui. Et ça, pour moi, c'est le contraire de la politique en fait. Si vous êtes dans le pragmatisme, après vous gérez une boutique quoi. Mais c'est pas ça la politique. Mais c'était ça le discours de d'Emmanuel Macron. Il n'était pas clair. Justement. Il disait le progressisme peut devenir une idéologie. C'est une question de talent, c'est une question de compétence. Chacun entendait ce qu'il voulait bien entendre. C'était ça l'avantage, ouais. Non mais c'est facile à dire 5 ans plus tard, moi je le là, savais, je l'avais vu. de ne pas avoir essayé de décrypter. Mais je suis d'accord, il y avait rien n'est conflit, tout est travail ensemble. Finalement, il n'y a que des solutions, il n'y a pas d'idéologie. Dépasser les clivages, moi je pensais que c'était inventer des nouveaux clivages. Je veux bien entendre que le gaullisme et le socialisme post-SFIO ne sont peut-être plus les meilleurs clivages au XXIe siècle. Alors on peut en inventer d'autres. Par contre, c'est pas les effacer et faire qu'il n'y ait pas de clivage. Ça, c'est un autre problème. Une dernière question. Oui, vous avez quitté le PS, vous avez quitté LREM, vous quitteriez NUPES si ça se passe pas bien et si ça part à volo ou pas? Honnêtement, oui. Franchement, s'ils font n'importe quoi et qu'ils se mettent à porter des trucs complètement contraires à ce à quoi je crois, je les quitterai. Bon, bah cette fois, je crois que je quitterai la politique aussi parce que je vois pas trop où je pourrais aller, mais honnêtement, oui. Donc voilà. Bon, c'est une itinérance. Essayer d'être fidèle à soi-même. Vous avez peur d'un fort taux d'abstention aux élections législatives? Très peur. C'est ça qui ferait que Macron pourrait avoir une majorité. Si on veut une majorité populaire, écolo et sociale, là je fais 2 minutes de pub, allez voter. Si vous n'allez pas voter, les macronistes iront voter. Donc ça c'est clair. Les jeunes, les gens qui galèrent, les gens qui sont plus loin de la politique, c'est ceux qui vont pas voter et c'est ceux qui perdent à chaque fois. Donc il faut aller voter. Merci beaucoup Aurélien Taché d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup. On va marquer une très très courte pause. On se retrouve tout de suite pour débriefer et conclure cette émission.